Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Je n'ai pas connu d'école où j'aurais inscrit mes enfants sereinement. J'emprunte ces mots à mon invité du jour, professeur des écoles, qui témoigne aujourd'hui de façon anonyme de la violence en milieu scolaire. Bonjour. Bonjour Chloé. Alors c'est un peu spécial pour moi puisque là du coup je ne te nomme pas Oui. puisque tu interviens de façon anonyme dans le podcast, c'est une première. Alors c'est un peu particulier parce que je l'ai appris par toi que tu avais un droit de réserve. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce droit de réserve en fin de compte? En fait, ce droit de réserve, alors personnellement, je ne me suis pas complètement penché sur le sujet, mais de ce que j'en sais, en tout cas la réserve que moi je me mets, c'est de ne pas divulguer ce qui se passe à l'école, donc de façon publique. Par exemple, on peut pas appeler la presse pour faire part d'un scandale. Voilà, c'est pas à nous de le faire. Par exemple, quand il y a des cas de fermeture de classe, même si on est vraiment pas d'accord avec cette fermeture, ce qui arrive souvent, on est rarement d'accord avec les fermetures. Et bien, c'est aux parents d'élèves de faire la démarche, d'appeler la presse. Nous, on n'a pas à le faire. Sur la réserve par rapport à tout ça. Donc, par rapport à ce qu'on peut observer en classe, même si on n'est pas en accord, on n'a pas à en parler publiquement. On en parle dans le privé, forcément. Enfin, on peut pas rester tout le temps sans rien dire de notre travail, mais voilà, dans le cadre d'un podcast comme cela, j'ai pas à dire tout ça. Je te remercie d'autant plus d'oser témoigner parce que finalement, comment peut-on dénoncer ce qui dysfonctionne quand on n'a pas le droit de le dire? Bah, c'est justement ça qui est compliqué, et je trouve que ça fait partie entièrement du problème, puisque si tout était absolument transparent et que on avait ce droit de critiquer pardon, le système, on pourrait plus facilement en parler, essayer de trouver des solutions, mais pas que au sein de l'école et de l'éducation nationale, avec le reste, par exemple même en ce qui concerne les formations. C'est dans le cadre personnel en fait que je me suis formé à la communication non violente, etc. Alors, on dira toujours qu'il y a quelques petites choses qui existent, mais c'est souvent par nos propres moyens qu'on se forme, qu'on s'informe, qu'on se renseigne, mais dans le cadre professionnel, il y a très peu, ou alors des choses qui sont erronées, comme on est encore dans le nombre de collègues moi qui me parlent de en psychologie qui ont comme référence Freud, c'est assez effrayant. Ouais. Donc voilà, ça fait vraiment partie, selon moi, de ce problème, c'est on ne peut rien dire, et donc personne n'est forcément au courant, et on ne peut pas rentrer dans l'école vraiment. Ça, par exemple, dans une crèche, euh, il y a vraiment une adaptation, même chez une nounou. Ça ne viendrait même pas à l'esprit du jour au lendemain de laisser notre enfant chez la nounou à la crèche sans l'avoir visité, sans avoir vraiment discuté avec le personnel, sans avoir choisi. Dans une école, c'est pas possible. Un parent ne peut pas demander à venir sur le temps de classe pour vraiment observer, faire un entretien avec les enseignants. On peut pas faire tout ça. Alors qu'on laisse quand même nos enfants toute la journée. Certains parents voient moins leurs enfants que les enseignants. Donc voilà, c'est un milieu très fermé, et du coup, on peut pas laisser place aux comment dire, aux non-enseignants et non-professionnels de l'éducation nationale rentrer et voir ce qui s'y passe pour essayer d'aider aussi. Oui, c'est ça, c'est que les parents, généralement, ils laissent les enfants au portail. Et puis, finalement, pendant l'année, il y a très peu
de réunions ou enfin, les parents sont pas, je Vraiment sais pas très. invités dans l'école pendant la classe. Alors, il y a de plus en plus de portes ouvertes, tout ça, et c'est vraiment très bien, c'est un très bon début. Mais le problème, c'est que les portes ouvertes, elles vont se faire sur un temps dédié, alors des fois, ça va être pendant le temps de classe, mais quand il y a 10 parents d'élèves, en fait, on fait pas de classe. On est en présentation. On présente notre fonctionnement, mais on n'est pas dans la classe. Mmh. Comment dire, on n'est pas dans notre fonctionnement habituel. Donc les parents, ils Mmh. voient un spectacle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ils sont là pour voir une représentation, mais pas la vie dans la classe. Et Mmh. on va avoir aussi des portes ouvertes le week-end, des parents qui vont pouvoir visiter l'école, mais en dehors de l'école, là, il n'y a plus d'enfants. Il y a juste un enseignant qui est tout seul, en relation duel avec l'enfant qui vient visiter l'école. Quand l'enfant est là, des fois, les parents viennent juste voir pour inscrire et c'est tout. Et ensuite, il y a la rentrée alors, il y a des écoles où ça va être échelonné, la rentrée. Mais on le retrouvera peut-être un peu plus dans le privé, même sous contrat, mais dans l'école publique, on peut pas vraiment se permettre d'avoir ce fonctionnement-là. Donc la plupart du temps, les enfants, même s'ils ont découvert un peu l'école 2 mois avant, ce qui est très long au niveau temporalité pour un enfant, s'est passé il y a 2 mois, c'est très long. Hein. Et bien, Mmh. et surtout, ils sont venus souvent 1 heure, donc en 1 heure, pour eux, on leur dit que c'est l'école. Ah d'accord, c'est l'école. On aurait été au supermarché, ils Ouais, auraient fait la même chose. Et ouais. donc ils arrivent le premier jour de la rentrée. Souvent, les parents peuvent rester un petit peu plus longtemps, mais au bout d'un moment, tout le monde va sortir. Et là, c'est moi j'ai longtemps été remplaçante et quand à la rentrée, il y avait très peu d'enseignants absent, donc j'étais dans mon école de rattachement, et je me souviens arracher des enfants de leurs parents et les prendre contre moi et les rassurer, et du coup on devient le référent, mais on arrache comme un pansement, et on dit aux parents, de toute façon, allez, hop, il faut y aller, parce que plus vous allez rester, plus dur ça va être, et quand on a un minimum de connaissances sur la psychologie de l'enfant, à l'époque, moi, ça me paraissait pas aberrant parce que j'avais pas toute cette notion-là. C'est en ayant des enfants, en fait, que je me suis rendu compte, non, mais on ferait ça à mon enfant, c'est horrible. Mmh. Mmh. C'est horrible Mmh. d'arracher un enfant et de dire aux parents, surtout, vous retournez pas, vous y allez tout de suite, faut être franc, faut Mmh. vraiment montrer que vous, ça vous fait rien, parce que sinon l'enfant, il va être encore plus en panique. Enfin, c'est horrible quand on sait comment Ouais, fonctionne un enfant de se dire bah papa ouais. maman s'en vont comme ça, ils m'abandonnent, je me fais arracher par quelqu'un que je ne connais pas, et ils se retournent même pas pour me voir. Papa maman, ça ne leur fait rien quand on m'arrache comme ça, c'est terrible. Comment Enfin, comment on peut banaliser des situations aussi, dramatiques finalement? Pour certains, ça va paraître un mot, complètement disproportionné, mais en fin de compte, on est quand même à une ère où on pense en termes d'éducation bienveillante, mm, positive, de développement de l'enfant, qu'on commence à mieux connaître avec les neurosciences et cetera. Et là, on impose encore ce mm. truc-là aux enfants et c'est normal. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une dissonance incroyable parce qu'il y a vraiment des défenseurs de l'éducation Oui. positive qui ne remettent absolument pas en question l'école quand même. Et moi, personnellement, je ne comprends pas ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, par exemple, avec mon mari, on a fait le choix de scolariser nos enfants dans nos écoles. Parce qu'il était hors de Mm, question qu'on fasse vivre quelque chose comme ça à nos enfants. Pourtant, on est mm, enseignant. Donc, on mm, en voit. Alors, les choses évoluent quand même. Alors, je dirais ça, mais ça dépend complètement des écoles. J'ai été dans une école où j'avais une classe de petite section pure. Alors, j'avais pas fait la rentrée parce que j'avais accouché. Enfin, voilà, c'était pas moi qui avais fait la rentrée. Mais j'ai eu des échos de la TM qui travaillait avec moi, qui avait 50 ans, enfin ça faisait longtemps qu'elle était enseignante, enfin, non, c'était pas si longtemps, parce que c'était une reconversion, mais bon, peu importe. On- Elle me disait que elle, c'est pas papa-maman, elle veut pas que les enfants s'attachent à elle comme leurs parents, donc elle mettait une distance directement, et il n'y avait pas de doudou. Quand ils arrivaient, mm, elle les prenait pas dans les bras, et en plus, dans cette école-là, c'était pendant le Covid, donc les parents restaient à la porte de l'école, et justement tout le monde trouvait ça bien parce qu'il y avait moins de crises. Et en fait, c'est ça, on veut des enfants qui soient pratiques. mm, Je trouve ça terrible en fait que on voit l'enfant comme étant pratique, pas pratique. C'est le même problème qu'on va avoir chez
des enfants, par exemple, qui sont allaités, qui sont encore très raccrochés à maman, ce qui est complètement normal, puisque les enfants, Mm. ils sortent de notre ventre, donc forcément, ce sont des Mm. référents. Donc un enfant qui est allaité, il y a plein de nounous qui ça fait très peur parce que on va pas réussir à donner le biberon, parce que le biberon c'est quand même bien pratique. On met le lait dedans, les enfants se gavent au lait et après ils font une bonne sieste et on n'entend plus parler. Mm. mais, Ouais, mais on a le ouais, même c'est ça. problème à l'école. On veut des enfants qui soient pratiques. Donc le fait de les arracher comme ça, l'enfant il se détache complètement de ses émotions. Alors effectivement après, c'est ce qu'on dit aux parents. Ah bah après c'est au bout de 10 minutes c'était passé. Bah oui, il a compris que de toute façon maman Mm. n'en avait rien à faire. Il partait d'un seul coup, que personne ne viendrait s'en occuper. Et donc, bah, au bout d'un moment, bah, le cerveau, il se protège. Donc, bah, ça, on arrive avec des enfants qui, toute la journée, passent une bonne journée. Et dès que papa et maman arrivent, là, ils fondent dans l'arme et ils retournent dans les bras des parents. Et donc, Mm. si Mm. on prend vrai, il y a aussi un problème d'effectif. Dans cette classe-là, où je te disais, j'avais que des petits, j'en avais 30. Donc, il y a le problème de simple niveau qui est là, puisqu'on va avoir des enfants qui arrivent tous bébés, entre guillemets, à la rentrée. Donc, on a 30 bébés à rassurer. Eh bien, quand on est deux, c'est pas possible. Donc, c'est plus simple de se dire, je suis pas la maman. On met la distance tout de suite. Bah, comme ça, ouais, au moins, je culpabilise beaucoup moins de les voir tous pleurer. On peut pas, avec de tels effectifs, on peut pas être dans la bientraitance. C'est impossible, selon moi. Et quand tu as par exemple, juste un triple niveau, alors ça fait très peur hein, aux enseignants, un triple niveau, parce que ça veut dire adaptation, mais dans tous les cas, même quand on a un simple niveau, on est censé adapter, donc bon, c'est pas un bon argument selon moi. Mais quand tu as des Mm. tout petits, moyens et grands, tu arrives à la rentrée avec 5 petits qui découvrent l'école. Eh bien, c'est beaucoup plus simple à gérer. Parce que déjà, tu as deux bras, donc tu peux en avoir deux. Souvent, dans l'eau, tu as des frères et sœurs. Donc, le grand frère peut prendre le relais aussi, dire regarde, il y a un référent qui est là. Et souvent, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc, il y Mm. a plein de choses, en fait, qui dysfonctionnent. Et l'école, elle a été faite à l'origine avec ce principe de niveau, une classe par niveau, quand il y a eu l'industrialisation et le principe du travail à la chaîne. Et bien, du coup, on a vu les enfants comme ça. Les enfants arrivent en petite section, ils apprennent ce qu'ils doivent apprendre en petite section. Ensuite, on empile avec les moyens, le grand, le CP, le C1, CE2, etc. Et sauf qu'un enfant, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas en petite section. On a des attendus hein, de fin de petite section. En fin de petite section, un enfant doit avoir le 3 qui est stable. Ça veut dire, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus parlant. Il doit savoir compter jusqu'à 3, et si je lui montre deux objets, il doit savoir que pour faire 3, j'en ajoute un. Donc à la fin de petite section, c'est ce qui doit être acquis en un an, sachant que déjà, on a des enfants qui arrivent en septembre, qui n'ont pas encore 3 ans, qui sont nés en décembre, et d'autres qui sont nés en janvier. Donc déjà, c'est Mm. pas possible, ils partent pas tous au même pied d'égalité, surtout à ces âges-là, ça se voit Mm. encore plus. Et on sait maintenant il y a des enfants qui vont marcher 1 an, d'autres qui vont marcher 1 an et demi, et ça pose problème à personne. Mais par contre, quand on arrive à l'école, et bien là, il faut que ça carbure. Parce qu'on est dans Mm. un souci de performance. Il faut performer. Il faut avoir des enfants qui sont performants. Et performants en maths et en français, surtout. Parce que s'ils sont performants en sport, ça n'a aucune valeur. On l'a bien vu, hein, tu vois. Ils ont parlé pour les JO qu'en France, on n'a pas cette valorisation du sport. Il y a plein de personnes qui, dans d'autres pays, des grands sportifs qui seraient professionnels, et bien en France, c'est pas possible. Parce qu'on met pas en valeur cette intelligence corporelle, par exemple ou même de Mm. l'artisanat, etc. Donc tout ça fait que on se retrouve avec des enfants qui doivent être pratiques, qui doivent performer, et quand on ne rentre pas dans ce cadre, eh bien là, ça met les adultes en difficulté. Et donc quand on est en difficulté, c'est plus simple de dire que c'est la faute de l'enfant que de remettre en question tout le système, puisque l'enfant, de toute façon, il ne peut rien dire. Et c'est là aussi où on tombe du coup dans la violence éducative très Voilà, ordinaire. Donc, c'est ça. Mais qui est totalement complètement ordinaire, les punitions, etc. Alors de plus en plus, on le sait qu'il faut éviter. Mais c'est toujours le même problème quand on a, je reprends l'exemple de cette classe de 30 petits, quand on a 30 enfants de 3 ans, tous ensemble, eh bien, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé les solutions pour être dans une bienveillance totale. Parce que forcément, des 30 enfants qui sont là que pour jouer, c'est normal, ils ont 3 ans, on va pas leur demander de tous se mettre au travail en même temps, dans une classe qui est petite, où ils peuvent pas avoir autant de mouvements qu'ils le voudraient, avec des enfants qui sont très égocentrés, ils ont 3 ans, c'est logique. Et on va avoir un bac où il va y avoir un jeu avec des trains, on sort ça, forcément les 30 vont vouloir y aller, c'est tout nouveau, c'est logique. Enfin, je dis beaucoup le mot logique, mais c'est vrai que moi, avec du recul, je me rends compte que il y a plein de choses qui sont évidentes et on voit que on continue à faire les mêmes choses alors qu'évidemment ça va mal se passer. On met une caisse avec 3 trains et 30 rails
Pour 30 enfants, forcément, ils vont se taper dessus parce le veulent tous. Et on va dire en plus, il faut que tu partages, que c'est pas que à toi. Mais l'enfant à 3 ans, il est pas en capacité de comprendre que c'est pour les 29 autres. Au moment, ils vont alors, au mieux, ils vont se chamailler, on va pas trop l'entendre. Celui qui va être un peu plus en retrait, il va laisser faire aux autres. Et au pire, ils vont se taper dessus ou se mordre. Mais c'était prévisible. Donc à ce moment-là, on peut pas gérer ça complètement dans le calme si on a 30 enfants qui sont en train de se chamailler. Humainement, on peut pas. Mais il y a plusieurs choses à souligner aussi là-dedans. Mm. C'est déjà pour les auditeurs qui ont oublié, parce qu'on a Oui. vite fait d'oublier, l'obligation d'instruction. Donc je ne parle pas d'obligation Oui. scolaire, parce que l'école n'est pas obligatoire. Elle ne C'est l'est pas juste encore, oui. l'instruction qui est obligatoire. Oui. Voilà, elle ne l'est pas encore. L'instruction qui est obligatoire et qui peut être dispensée donc aussi à la maison. Et cette obligation d'instruction était jusqu'à je sais plus quand, 2016-2017, à partir de 6 ans. Et là, Oui. c'est passé à 3 ans. Donc maintenant, effectivement, tous les enfants doivent recevoir une instruction à partir de 3 ans. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants de 3 ans à l'école, ce qui était pas particulièrement le cas avant parce que certains parents choisissaient quand même de garder leurs enfants jusqu'à 6 ans avec eux. Très peu. Oui, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de changement. Ce qui a le plus changé, c'est cette grosse interrogation qu'ont eu les parents. Du coup, mon enfant, il a 3 ans en novembre. Est-ce que je scolarise en novembre? Du coup, comment je fais? Parce qu'avant, son petit frère, quand justement par rapport à la continence, vu que il avait encore des fois des petits accidents, eh bien je le gardais l'après-midi, ou alors certains allaient dormir l'après-midi chez nous. C'est ça qui est devenu plus compliqué. Mais en soi, les enfants, ils viennent tous. Et par contre, ce qui pose problème, c'est que maintenant, on met encore plus de pression sur les enfants par rapport à la continence, parce que là, maintenant, on se dit, on n'a plus le choix, il faut absolument qu'il aille à l'école, et en plus, il est hors de question qu'il ait une couche à l'école, c'est la maîtresse qui l'a dit. Bon, ça, c'est pareil. On voit de plus en plus d'écoles où on accepte les enfants avec une couche. Alors, ça prend encore plus de temps pour les ATSEM, qui en plus sont déjà surchargés du fait des gros effectifs, mais ça commence à être un peu mieux là-dessus. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais à propos des classes, comment t'appelles ça, des classes regroupées ou... Alors simple niveau ou alors à niveau multiple, c'est quand on a le simple niveau, c'est vraiment ce que veut l'éducation nationale en ce moment, c'est qu'on reprenne cet usinage avec voilà, on empile les savoirs en année par année, et si t'as pas acquis assez de savoir, tu redoubles, tu refais, au même titre qu'on fabrique une voiture. C'est terrible, mais c'est ça. Ouais. Ouais, et c'est là où, en revanche, les groupes multi-âges, c'est hyper intéressant parce qu'on se rapproche finalement de la vraie vie. Ben voilà, c'est ça. D'une vie où finalement on est en société avec, voilà, où on n'est pas regroupé par âge sur une année donnée. Ce qui donne lieu effectivement à une vie complètement industrielle, là où on est tous rangés, on doit tous rentrer dans le moule, tous Et de ressortir performance. avec les mêmes attendus. C'est vraiment la performance pour tout. Et même, parce que mon mari aussi est enseignant, et on en discutait ensemble des devoirs, par exemple. On n'a pas le droit de donner de devoirs écrits. Mais on a également une pression de certains, alors je dis pas tous les parents, mais certains parents qui sont déjà dans une demande de performance de leurs enfants. Alors c'est pareil, ça c'est sociétal, on veut avoir un enfant qui performe pour son image à soi, entre autres, mais aussi parce qu'on se dit que si mon enfant il performe, eh bien, il fera ce qu'il veut dans sa vie, il va réussir. Donc on met une pression aux enfants qui est énorme pour cette performance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui sont très contents d'avoir un simple niveau, parce qu'ils se disent qu'avec un simple niveau, on va être beaucoup plus attentif à son enfant, alors que ça change, s'ils sont 30, ça change rien. Hein. 30 enfants, on peut pas... c'est factuel. On ne peut pas être dans une totale individualisation du travail. Ouais.
Ouais, on est vraiment dans une vision du comme disait, Montessori, elle disait: «L'enfant n'est pas un vase à remplir». Oui, On voilà, est vraiment dans le vase à remplir là, c'est vraiment, l'enfant qui arrive et même il y a la pression des parents pour qu'il ingurgite un maximum et qu'il puisse être, au top niveau. Enfin, c'est vraiment ça qu'on attend de l'école, quoi. C'est qu'elle, gave l'enfant, que l'enfant se conforme bien aux attendus et voilà, qu'il soit toujours le meilleur possible, quoi, selon c'est des ça. critères, Mmh. Les bien critères qui sont particuliers. assez, arbitraires et en maths et français surtout, hein, quelqu'un qui est bon, Mmh. en sport comme je te le disais, ça n'a pas de valeur alors qu'il est quand même bon quelque part, enfin, c'est aussi à valoriser et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à Montessori, puisque moi j'ai essayé de travailler avec la méthode Montessori et parce que je suis encore convaincu que c'est, un fonctionnement, qui a été prouvé par les neurosciences, voilà, en suivant ce type de pédagogie, on allait dans le bon sens par rapport à l'enfant, hein. Mais Mmh. c'est très 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 mal vu de la part de l'éducation nationale. J'en parlais avec des collègues. Alors là, moi, actuellement, je suis dans une école où la maternelle fonctionne avec des ateliers de type Montessori, pas à 100%, parce que là, sinon, on se fait tomber dessus et ça se passe pas très bien. Mais j'avais demandé des écoles maternelles justement pour essayer de mettre en place ce type de pédagogie et ça a été un échec à chaque fois. Alors déjà par le fait de manque de formation parce on se forme pas tout seul comme ça, mais également par un manque de suivi de l'équipe qui euh, qui n'y croit pas et également de l'inspection qui est très, comment dire, c'est pas qu'ils sont pas convaincus, mais très réfractaires à ce type de pédagogie. Justement, Mmh. on parle de pédagogie alternative, ça me fait bien rire comme mot. Mmh. J'avais entendu une collègue qui parlait qu'il y avait en région parisienne, je crois, un conseiller pédagogique qui fonctionnait en type Montessori. Et quand il est devenu conseiller péda, on lui avait dit par contre, on veut pas voir sur aucun diaporama de tes formations le mot Montessori. On veut pas en entendre parler. On veut pas que l'enfant soit non plus, c'est un peu comme ça que je le vois, hein, mais je suis un petit peu complotiste, mais on veut pas qu'il réfléchisse trop par lui-même. Mmh. Oui. On veut que l'enfant prenne du recul, donc on va lui apprendre l'esprit critique, etc. C'est important. Mais ça serait bien quand même qu'il Oui, sur le reste bien dans papier, le c'est moule. important quand même. Comment? C'est surtout important sur le papier, je trouve, Oui. c'est un peu comme, des mots qui sont sortis par l'éducation nationale, type, l'intérêt supérieur de l'enfant. Ah non, on va avoir on a un programme en enseignement moral et civique où là on va travailler même en sciences sur l'esprit critique, remettre en question, etc. Par exemple les enjeux d'internet, essayer d'être Mmh. un peu plus autonome par rapport à tout ça, mais ça sera souvent par rapport à ce qu'on attend de l'enfant plus tard. On attend des enfants qui soient dans la programmation, l'informatisation, utiliser l'outil numérique, etc. Bah, parce qu'on cherche des informaticiens. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Alors par exemple, moi, l'outil numérique, savoir utiliser une tablette, je le fais pas en classe. Je fais le choix de pas le faire. Alors si un jour on vient m'embêter là-dessus, eh bien, alors, je viendrai m'embêter. Mais par contre, utiliser un traitement de texte, ça, je trouve ça plus pertinent. Parce que on va utiliser l'ordinateur pour faire un journal, pour faire des choses comme, enfin, faire des recherches internet, ça, c'est utile. Et les enfants, en plus, maintenant, ils sont plus sur le téléphone ou la tablette, donc ils savent utiliser une tablette, hein, et surtout, ils apprennent très vite. Utiliser Mmh. un logiciel de traitement de texte, ça, c'est un peu plus compliqué. Alors que si Mmh on mh. doit utiliser l'outil informatique, moi je le faisais l'année dernière, j'avais des CE, je leur faisais faire beaucoup d'exposés. Ça, franchement, ils adoraient. Ils arrivaient à la fin, milieu de l'année, ils commençaient à faire leurs recherches sur Internet. Alors toujours, j'en avais 10, j'étais en REP, j'en avais 10, forcément, ça se passait beaucoup mieux. Alors après, Mmh. c'est une chance, hein, alors enfin, une chance et un choix d'avoir voulu être en REP et d'avoir des petits effectifs. Mais là, c'était vraiment une année exceptionnelle. Habituellement, on n'a pas non plus 10. Mais là, c'est là on se rend compte, quand on n'a que 10, ben, forcément, on peut toujours emmener tout le monde vers le haut, puisqu'on n'a pas beaucoup. Mais donc là, on faisait Mmh. des exposés, et les enfants allaient sur Internet, donc j'étais toujours derrière eux, vu qu'ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient par deux, donc il n'y avait que 5 groupes. Et on pouvait la travailler, mais de façon concrète. C'était pas de la théorie, on regarde une vidéo sur YouTube, qu'est-ce que c'est Internet, en plus, elle est barbe, enfin,
Alors que là, on est vraiment dans le concret, comment je fais une recherche, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais sélectionner pour mettre sur mon exposé. Donc là, je vais me mettre à écrire, en plus après, à la fin, je vais le présenter. Et ce qui est bien, c'est que celui qui va être plus en difficulté pour les recherches, eh bien, il va pouvoir être sur le dessin, donc il va pouvoir dessiner sur des feuilles. Alors, ceux qui ne sont pas encore avec l'outil numérique peuvent écrire. Et là, moi, j'ai vu des enfants qui pourtant ont des grosses difficultés au niveau de l'écrit et qui se mettent à écrire et à recopier des textes entiers alors qu'on leur a pas demandé de recopier ce texte. Mais quand c'est une dictée, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas l'intérêt. Donc, mais c'est des pédagogies qui prennent du temps et pour lesquelles on n'est pas forcément formé non plus. Et là, les enfants développent beaucoup plus leur esprit critique parce qu'après, ils vont présenter devant les autres. Donc, comment je présente, qu'est-ce que je souhaite présenter, quand j'ai une critique par rapport à ce qu'on va me dire, eh bien, celui qui a fait la critique, comment on peut voir ensemble, comment il aurait pu le dire autrement. Ah oui, c'est vrai, là, j'aurais pas dû. Ah bah, soit quand tu me dis ça, là, on travaille les émotions, on travaille plein de choses. Et tu parlais tout à l'heure là des émotions et tu disais au début que effectivement la formation finalement à tout ça, au développement de l'enfant, Mm. etc., les émotions, c'était des choses que tu avais faites en dehors de la Oui, formation d'enseignant. Donc finalement, libre à chaque enseignant euh, d'avoir accès ou non à ces informations qu'on a sur l'enfant, qu'on n'avait pas il y a quelque temps encore. Hein. On a quand même fait des grandes découvertes sur le cerveau de mm. l'enfant. C'est très récent. On a des cours de psychologie, mais moi, on m'a parlé de psychanalyse et de Freud, en fait, quand j'étais à la fac. Donc, si je me basais que sur ça, Oui, pour moi, c'est c'est problématique. compliqué d'enseigner dans ces conditions-là. J'ai quand même encore eu des collègues qui... Parce qu'il il y avait un petit garçon en moyenne section qui venait me voir et qui me montrait tout ce qu'il faisait, enfin comme le fait beaucoup d'enfants. Elle me dit, ah, tu vois là, il est dans la séduction. J'arrive, je me dis, de quoi tu me parles? On parlait quand même d'un enfant de moyenne section de 5 ans. Et elle Mm. m'a regardé en ajoutant, bah oui, les enfants sont tous des pervers polymorphes. Alors j'avais jamais entendu, alors ça, on en a quand même pas parlé à la fac. Après, avec du recul, je me dis comme c'était comme une belle avancée. Mais donc je me suis renseigné parce que je connaissais même pas ce vocabulaire-là. Et donc là, je suis tombé des nues sur le principe de pervers polymorphe. Alors je sais pas en capacité de tout expliquer ce que c'est, mais c'est un principe freudien et qui est très effrayant selon moi. Ah bah vas-y si tu veux J'ai- expliquer. non, mais en fait, si tu veux, pour la petite histoire, il y a différentes facs de psycho et moi, j'ai fait toutes mes études à Paris 7. Et à Mhm. Paris 7, l'UFR a même été rebaptisé études psychanalytiques. Donc, si tu veux, pendant Oui, 5 ans, j'ai étudié la psychanalyse. Donc, le pervers polymorphe, j'en ai entendu parler un tout petit peu avec le DIP et oui. compagnie. Et en gros, bah, dans les gros traits, hein, pardonnez-moi pour la vulgarisation, mais à un moment donné, il faut un petit peu que ça soit aussi à la portée de tous et des parents qui ne comprennent parfois pas pourquoi il y a certains professionnels de santé qui soutiennent le fil dans ta chambre. Oui. On va dire à l'enfant qui a eu un mauvais comportement au regard du parent et on va lui dire bah voilà tu sors de l'espace commun. Voilà, donc il y a des professionnels qui soutiennent que ça c'est tout à fait ok et qu'il y a même des bonnes punitions et voilà qu'il faut dresser l'enfant et ça ne pose Mhm. aucun problème. Au contraire, ça lui est profitable. Donc ça c'est une vision de l'enfant qui considère que c'est un être de pulsion qu'il faut castrer selon les termes de la psychanalyse, donc qui sont toujours orientés vers la sexualité. Donc on Oui. va parler de séduction, on va parler de castration, on va parler de phallus, on va parler de... Voilà, tout ça c'est le champ lexical de la psychanalyse. Et donc l'enfant est un pervers polymorphe, effectivement. Donc quelque part, on apprend à craindre l'enfant. Et c'est une vision qui est complètement obsolète maintenant qu'on connaît un peu mieux le développement de l'enfant avec les neurosciences et que bah, au contraire on voit que son cerveau est toujours en construction et que c'est pas du tout un être capricieux qui cherche à manipuler le parent. C'est simplement que son cerveau il n'est pas suffisamment développé pour pouvoir entre autres gérer ses émotions, les maîtriser
Et donc pour le parent, ça peut être rapidement insupportable, surtout dans une société comme aujourd'hui où, tout va extrêmement vite et on ne Mmh. prend plus le temps, d'être à l'écoute, des uns des autres, mais aussi de ses enfants. Ça peut rapidement être insupportable quand on doit être, parfaite de partout et on oublie complètement, l'essentiel, selon moi, c'est d'être, vraiment là pour ses enfants et donc de faire tout ce travail, parce que c'est un vrai travail, d'être à l'écoute des Mmh. émotions de son enfant. Et quand on a tous ces professionnels de santé-là, qui tiennent encore ce discours en disant: finalement l'enfant il faut juste le dresser, il faut voilà, tailler ses mauvais comportements et puis, qui file droit. On attend des enfants qui soient sages et immobiles, comme tu l'as dit, Mmh. d'ailleurs au début. Donc voilà, c'est 2 visions de l'enfant, qui ne se rencontrent pas, en fait. On voit bien, ça donne lieu à des clivages, à des conflits même. C'est 2 visions très différentes de l'enfant. Quand tu arrives, en tant que jeune enseignant et qu'autour de toi, surtout quand tu as beaucoup de bonne volonté et qu'on te martèle de toutes ces idées qui sont complètement obsolètes maintenant, eh bien c'est difficile de s'en détacher parce qu'en plus tu vois que ça fonctionne. Tu vois qu'elle elle Mmh. en a 25, il n'y en a pas un qui bronche, là ils ont tous peur, donc forcément ils vont pas Mmh. broncher. Alors si, souvent t'en as un dans le lot qui est plus rebelle et qui va lui poser beaucoup de problèmes, donc il va passer de classe en classe parce qu'on sait pas quoi en faire. Mais même moi, qui pourtant était profondément, et qui est toujours profondément convaincu que c'est pas avec de la violence qu'on va réussir à avoir une société correcte, entre guillemets, eh bien, d'avoir été dans des écoles où j'ai été complètement cassé, où j'étais la seule à penser comme ça, eh bien, Mmh. moi aussi j'ai disjoncté. Moi aussi je me suis mise à m'énerver, et même j'ai eu mon fils en petite section avec moi, et en fait, c'est là où j'ai vu le plus gros problème, c'est que lui, il agissait avec moi comme un enfant agit avec sa maman, qui sait qu'elle l'aime de façon inconditionnelle, qu'il pourra se passer n'importe quoi, eh bien, on aimera toujours. Et des enfants qui autour de moi et des adultes qui me regardaient en disant «Ah, mais tu vas le laisser faire ça?» Enfin, ils le disaient pas, mais ça se voyait dans les yeux. Je revois mon Mmh. fils qui difficulté au niveau de la parole, etc. Et Mmh. qui, entre autres, le coloriage, ça a jamais été son truc, sauf que avec des petites sections, fallait faire. De toute façon, il fallait faire un peu d'occupationnel. Quand on a 30, tu peux pas être avec eux tout le monde en même temps. Donc, j'avais mis, et il faut faire des fiches aussi. Ah, ça, c'est important, parce qu'il faut vraiment que les parents ils puissent voir tout ce que font leurs enfants. Et si c'est Mmh. pas dans un beau classeur, avec plein de fiches, vos enfants mettent aucun sens derrière, eh bien, ces enfants ne font rien. Donc on leur fait faire des Mmh. fiches, et donc mon fils quitte avec ce coloriage magique qui au début se concentre, mais au d'un moment c'était trop, se met à colorier tout n'importe comment. Et ben je revois les 3 autres enfants qui me regardent avec des yeux exorbités à dire non mais tu vas pas le laisser faire, il n'a pas le droit de Mmh. faire ça, parce que eux ils ont été bien conditionnés sur le fait de ce que j'ai le droit de faire et pas faire à l'école, et ça c'était complètement interdit de faire n'importe quoi. Et ben là, moi aussi, j'ai Mmh. disjoncté, je me suis énervé sur lui. Alors, je revois ses yeux, ça a été vraiment une année Mmh. très très compliquée. Et c'était sa dernière fois que je le prends avec moi à l'école. Parce que c'était impensable d'avoir de tels mots, de tels agissements envers lui. Et envers les autres enfants, ils osaient pas, en fait, les autres, agir comme ça, parce que c'était pas maman qui était là. Et donc là, lui, mon fils, il savait pas quoi faire. Parce qu'il était dans un système où, quand il disait pas merci, alors il était pas en capacité je rebondis sur plein de trucs, mais c'est que là, ça se bouscule un peu, et c'était vraiment une année dure. Cette fameuse Mmh. enseignante qui m'a parlé de pervers polymorphe, elle était très attachée au merci, s'il te plaît, pardon, enfin, voilà, tout ce qu'un enfant de 3 ans ne dit pas de façon automatique, mais qui fait bien plaisir aux adultes. Mmh. Et je la revois, on était une semaine après la rentrée, enfin, mon fils était tout petit, il n'était pas en capacité de dire merci, et surtout que quand il est intimidé, il parle pas du tout. Et donc je la revois avec ce papier essuie-tout devant lui, parce qu'il venait de se laver les mains, et donc tout le monde se lavait les mains ensemble, et il tenait le papier, et elle ne le lâchait pas, et elle attendait. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Bah j'attends qu'il dise merci. Et j'ai Mmh. regardé, là, je me dis, heureusement que j'étais là. Parce que comme il sait pas Mmh. parler, moi, il n'arrivait pas à parler. Il n'aurait pas été en capacité de me dire ce qui s'était passé, tout ça. Donc, je lui ai répondu juste, en fait, il ne sait pas. Il n'est pas capable de te le dire.
il n'arrivera pas. Donc on fait quoi? Je me sentais pas légitime de le dire comme ça, mais je lui ai juste dit, bah non, il peut pas te le dire. On en est encore là, et donc là, cette année a été dure parce que je voyais tout ce qui se passait aussi sur mon fils qui a été puni à la cantine parce que il rigolait, je sais pas ce qu'il avait fait, et donc il est arrivé à côté de moi en pleurant, tout le monde rigolait là parce qu'il avait été puni. Bah non, c'est pas drôle. Et quand ça fait plusieurs années qu'on te casse en te disant que c'est pas en étant dans l'écoute, la bienveillance que ça fonctionnera bien avec les enfants, eh bien, tu te sens pas légitime enfin, moi, en tout cas, je me sentais pas légitime d'intervenir. Et je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir pris ma place de maman, de dire stop, là, c'est pas possible. Et Ouais. c'est vraiment dur en fait quand même je m'imagine des parents qui en plus sont même pas dans l'école. J'ai eu une année une maman qui est venue me voir en me disant mais oui notre fils nous a dit que la TSEM lui avait tapé sur la tête, mais bon c'est pas vrai de toute façon. Sauf qu'en fait c'était vrai. Et là nous on est là au milieu, les parents en fait ils croient pas à leur enfant, mais les parents se sentent pas non plus légitimes d'aller voir la TSEM pour lui dire parce que quand même c'est quand même délicat. Et ça, du coup c'est forcément l'enfant qui ment. Et donc les parents se sentent pas légitimes d'aller voir. Non, il y en a de plus en plus qui osent, mais se font envoyer par souvent les directeurs. Mais voilà. Ouais. Oui, on dit que les parents sont intrusifs. J'ai vu passer quand même Ouais. pas mal de messages comme ça en disant que les parents étaient de plus en plus exigeants avec le personnel scolaire. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, je pense que les parents d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibilisés au bien-être de leurs enfants. Et du coup, ils s'intéressent. Mais c'est là où je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, c'est que toi, tu as eu finalement, tu as pu voir ce qu'aucun parent ne voit de ce qui se passe à l'école pour leurs enfants. Oui, je pense que si les parents étaient au quotidien dans les écoles, certains enfants seraient déscolarisés. Et Oui, on peut pas c'est grave rentrer, c'est quoi. ce que tu dis. Enfin, c'est grave, c'est hyper important de le dire, en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'ignorance de ce qui se passe à l'école et il y a beaucoup de parents qui essaient de mettre en place justement une éducation bienveillante qui vient rompre avec toute l'éducation autoritaire des générations précédentes en termes de voilà de punition, de non-écoute des émotions, etc. Donc il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont sensibilisés à ça et c'est très bien. Mais ils essaient de faire ce qu'ils peuvent dans leur foyer, mais en fait, les enfants sont à l'école la plupart du temps, toute la semaine, toute la journée, et au final, il y a une violence inouïe qui est due à l'institution, au cadre en fait finalement. C'est le cadre qui veut ça en premier lieu, et du coup les enfants qui auraient dû avoir une éducation bienveillante, respectueuse à la maison, se retrouvent à subir la violence à l'école. La violence à l'école qui... Alors, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours quelques écoles. L'école où je suis actuellement, par exemple, c'est pour ça que c'est aussi un choix d'y aller. C'est complètement différent. Là-bas, tu vois, on est dans le principe des messages clairs. Alors, en théorie, beaucoup d'écoles le font, mais il faut aussi après l'appliquer. C'est pas parfait, mais on écoute les émotions, même des CM qui des fois vont. Enfin, déjà, il n'y a pas de chamaillerie envers les CM. Alors si, quand j'ai pas de chamaillerie vraiment grave d'enfants qui se tapent dessus, on, on voit vraiment la différence. Ils sont à l'écoute et quand un enfant a été agressif envers un autre, l'enfant qui est victime entre guillemets, eh bien, il va entendre que l'enfant qui a été agresseur a aussi des difficultés et il va le prendre en compte et on va vraiment essayer de communiquer ensemble. Ça va pas être l'enfant qui a agressé qui va être appelé par les maîtresses, se faire fâcher, lyncher devant la place publique, parce que dans certaines écoles c'est encore ça. Et non, là on prend en compte l'enfant, comment ça fait que tu as fait ça? Un enfant qui va partir parce qu'il veut pas écouter, on va pas lui courir après, le choper par le bras et le traîner dans la cour. Et ça change tout, parce que du coup il y a cette confiance qui est là. J'ai déjà vu des enfants, par exemple, qui savaient qu'ils n'allaient pas être écoutés par l'enseignante, qui n'osaient même pas leur dire qu'ils avaient mal à la tête. Des grands pourtant qui étaient pas bien, et c'était
des enseignants de d'autres écoles, dont moi, qui allaient les voir en disant bah, qu'est-ce qui se passe, ça va pas bah, qui, voilà, ils avaient comme un enfant qui est malade, bah, va voir ta maîtresse, bah non. Bah, il y a un souci quand on n'ose pas aller en parler à la maîtresse. C'est que il y a ce manque de confiance. Alors ça bouge quand même. Les parents euh, sont dits intrusifs, mais ils osent quand même venir et heureusement parce que ça fait un peu bouger les choses, mais c'est souvent très mal vu par surtout les enseignantes qui ont un peu de bouteille entre guillemets, Mmh. qui Mmh. supportent pas que des jeunes parents viennent et remettent en question leur façon de Mmh. fonctionner, ça a toujours fonctionné. Donc, Mmh. on entend encore parler d'enfants rois dans ou d'enfants tyrans, c'est les enfants qui font ce qu'ils veulent, de toute façon, on leur sait tout, donc forcément, après, nous, à l'école, ils arrivent, bah, on peut rien en faire. Bah oui, les enfants seront plus Mmh. écoutés déjà, donc c'est plus difficile. Il faut remettre en question sa pratique et on n'a pas toujours très envie. Oui, sa pratique et puis ses connaissances, encore une fois, Oui. c'est toujours cette vision de l'enfant. Comme tu dis, c'est uniquement par praticité Mm. qu'on attend des enfants qui soient sages, qui soient immobiles, qui puissent rester assis, qui se taisent, qui lèvent le doigt. Et finalement, l'enfant qui va pas se manifester parce qu'il a mal à la tête, c'est juste qu'il a appris que de toute façon, ben, ça servait à rien de se manifester, il y avait personne à son écoute. Mm. Et même si personne ne lui a dit textuellement ça, il l'a ressenti. Et comment Mm. ressentir autre chose quand on se retrouve à 30 petits camarades où finalement bah, on se rend bien compte que voilà, les adultes ne sont pas disponibles pour nous. Oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus de ça, c'est un âge, enfin pour les petites sections, enfin pour tout ce qui est maternelle, c'est un âge où, d'ailleurs ça porte bien son nom maternelle, enfin ça Mm. porte mal son nom. C'est voilà, c'est quand même la présence, du foyer qui est encore hyper importante à cet âge-là, avec de la présence, de la disponibilité, voilà, une écoute des émotions qui ne peut juste pas être, c'est structurellement impossible en fait, de dans ce contexte-là. Je parle généralement, il y a toujours Oui, oui, des oui. écoles, où il y a des tout petits effectifs, des écoles un peu différentes, des écoles de la forêt, des écoles voilà, il y a toujours des écoles mieux que d'autres, hein. Mais, voilà, c'est structurellement impossible de répondre aux besoins, de l'enfant, dans ces conditions. Bah, d'avoir vraiment une écoute personnelle de chaque enfant quand Oui. ils sont en surnombre. Factuellement, on peut pas. Enfin, même Mmh. avec beaucoup de volonté, et on peut pas être dans la bientraitance. Alors il y en a qui seront bien pratiques, des enfants qui vont pas faire de bruit, qui vont lever la main, qui vont faire tout ce qu'il faut comme il faut. Eh bien eux, Mmh. voilà, ils seront pratiques. Mais c'est d'un côté, c'est vrai que si on avec 30 enfants qui souhaitent à parler en même temps, bah, c'est pas gérable. Hein, ça dépend des attentes qu'on a, mais quand on a des attentes, des attendus à chaque fin de niveau, on peut pas être à l'écoute de tout le monde en même temps. Et des enfants de 3 ans, ils ont pas conscience que le petit copain qui est à côté de lui, un enfant, il va pas avoir cette conscience de ah oui, il faut que je prenne un peu sur moi, il faut que je parle un petit peu moins, Mmh. parce que Timothée à côté aussi, il a besoin de parler, son papa, il lui manque aussi. Donc moi, je vais parler, allez, Mmh. allez, 10 secondes, je vais dire rapidement que je vais pas bien, et après je laisse la parole à Timothée. Maintenant, à 3 ans, Mmh. c'est impossible. J'avais vu passer une phrase qui, je pense, peut être appliquée pour plein de choses. C'est que maintenant, à l'heure de l'information et presque de la surinformation des fois, l'ignorance est un choix. On fait le choix de pas savoir. Mmh. Parce que même si c'est de la déformation et de l'information que tu prends sur ton temps personnel, quelqu'un qui veut les avoir peut les avoir sans problème. Oui. Et il faut aussi des fois que ça fasse des situations qui font écho, où tu sens que ce que tu fais ne va pas. Je me souviens, la première classe que j'avais remplacée, c'était avec des tout petits moyens, et j'avais fait la rentrée de deux tout petits en janvier. Donc moi, je sortais tout juste de mon M2, enfin c'était la première fois vraiment que j'étais dans une classe toute seule. Alors il y avait une ATM qui était avec moi, qui était là depuis plus longtemps, donc quand c'est la première fois que tu es en classe, il n'y avait pas d'enfant non plus, ça joue énormément. Et bien, j'écoutais ce qu'elle me disait. Et donc, je revois un petit garçon qui était rentré
à l'école là le jour même, donc la référente c'était moi pour lui. Il avait vu que moi comme enseignante. Donc c'était l'heure de la récré, je n'étais pas de récréation à ce moment-là, donc j'ai censé ne pas aller en récré avec lui. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, moi, c'est d'aller avec lui dehors, parce que on avait passé toute la moitié de la matinée ensemble, il était accroché à moi, je me voyais pas le laisser partir tout seul dehors, même si j'étais pas de récré. Et je revois mon Atsem, qui était pourtant pleine de bonne volonté, hein, qui était à l'écoute des enfants, enfin, voilà, sur le coup, elle me paraissait pas être dans la, enfin, être violente en fait avec les enfants. Il y Oui. avait rien d'anormal. Elle me dit ah non, surtout, faut pas que tu sortes avec lui parce qu'après, ce sera ça à chaque fois. Il faudra toujours que tu sois à côté avec lui. Non non, il faut qu'il s'habitue. Tu le laisses dehors. Et là, j'ai encore cette image de ce petit. C'était des baies vitrées qu'il y avait dans ma classe qui devaient sur la cour. Il était collé à la baie vitrée et il pleurait tout le long jusqu'à ce que ce soit mon heure entre guillemets de sortir. Et là, du coup, il s'accrochait à moi. Et il séchait ses sanglots. Je revois. C'était Mm. terrible. Et il rentrait en toute petite section, donc il avait 3 ans tout juste, ou pas encore. Et j'étais pas à l'aise avec cette situation. Mais je savais pas, en fait, si c'était vraiment bien que j'aille avec lui ou pas. Alors, au bout d'un moment, oui, il a été joué. Parce que c'est ça, à chaque récréation, les récréations en maternelle, elles sont de 30 minutes, et les premières 15 minutes, c'était pas moi qui étais de récré, et j'allais dans la cour de récré les 15 minutes d'après, quand ceux de l'élémentaire rentraient, pour surveiller les enfants. Mm. Donc ça a été ça toute l'année, et je suis jamais sorti avec lui. Et maintenant, déjà, en ayant des enfants, je me dis, mais alors, une maîtresse ferait ça, moi, mes enfants, mais je serais hors de moi, les parents n'ont jamais su ça, par exemple. Mais Mm. je m'en veux terriblement d'avoir fait ça à ce petit. Alors oui, après, au bout de quelques mois, c'était quand même quelques... un moment, il a réussi à sortir joyeusement, jouer sans être accroché à cette porte. Mais ça doit être tellement dur pour lui. Enfin, tout ce qui devait maintenant que je sais tout ça, mais comment j'ai pu faire un truc pareil à un pauvre Ouais. petit de 3 ans? Mais Ouais. ça paraît normal parce que tu as ça, de ce discours, il faut qu'il s'habitue, et donc c'est tout de suite direct. Et parce que c'est pas pratique, ça veut dire que toi, là, c'est censé être ta pause, parce que c'est vrai que c'est intense quand t'as des enfants, Mm. autant d'enfants toute la journée, t'as besoin de cette pause, cette récré, t'as des besoins en tant qu'adulte aussi. Et donc Mm. là, Mm. c'est de prendre sur toi et de se dire, bon, je vais pas prendre mon café, je vais pas me poser dans le silence pendant mes 15 minutes, je vais l'accompagner parce que c'est plus important pour lui. Oui. Ça, Oui. c'est dur. Mais c'est là où on voit bien que c'est pas des situations normales Non, aussi. non, non, c'est pas normal du tout. Parce que bah, toi, si tu as besoin de souffler, que tu es au bout de ta vie parce que c'est intense à ce point, bah, on voit bien que ça a ouais, c'est pas un Hmm. contexte idéal, ni pour les enfants, ni pour l'enseignant. Parce que, bon, voilà, je publie pas mal de choses sur Instagram. Et une fois, je dénonçais justement la violence en milieu scolaire, et puis notamment des méthodes tu sais, de notation du comportement, des permis de Oui, circuler et tout ça. Voilà, donc c'est... Et là, il y a une enseignante qui me répond, bah, ça se voit que vous savez pas ce que c'est que de devoir gérer une classe avec 30 élèves. Je dis, mais justement, enfin, je suis en train de dire que cette situation-là ne devrait pas exister. oui. Parce qu'on ne peut pas justifier la violence des méthodes mises en place pour gérer ce type de situation sans se poser la question de la raison d'être de cette situation, en fait. Ça Hmm. demande de pousser un petit peu plus loin la réflexion, mais de se dire, mais en fait, bah, je n'ai pas à vivre ça et je n'ai pas à imposer ça à des Hmm. enfants. Parce que moi, bon, j'ai plus tendance à plaindre les enfants que les enseignants quand Oui. même, parce qu'on choisit Hmm, hmm. encore à l'âge adulte à peu près, hein, justement, c'est un peu dépendant aussi de ce qu'on nous a permis enfant. La liberté de choix qu'on a eu enfant détermine un petit peu la liberté de choix qu'on a adulte aussi. Donc quand on est adulte, en général, on est capable, a priori, de choisir dans quel contexte on veut évoluer, ce dans quoi on veut mettre de l'énergie et tout ça. Bah, c'est dramatique de mettre en place, je voulais en parler un peu avec toi d'ailleurs, tout ce qui est, tu disais qu'il y avait de la punition systématique. Donc qu'est-ce que c'est cette punition-là, en quoi elle consiste à l'école? Bah, Qu'est-ce que tu vois toi?
Souvent, ça va être la chaise à réfléchir. Alors j'en ai vu même dès la maternelle, les enfants sur la chaise à réfléchir, ils réfléchissent pas, en fait. Enfin, je veux pas dire que les enfants ne savent pas réfléchir, mais quand on demande à un enfant de 3 ans d'aller s'asseoir sur une chaise pour réfléchir à ce qu'il a fait, ça veut rien dire pour eux. Alors ça va être de ce type-là, ou alors des enfants qui vont être déplacés. Enfin, on déplace le problème, hein, mais l'enfant, ça va pas changer le fait qu'il est en difficulté par rapport à une situation. Mm. Alors, on n'a pas non plus les lignes ou autres, hein, les choses évoluent, mais souvent c'est ça, c'est aller sur un banc et un peu le fil dans ta chambre qui euh, Mm. Mm. qui est appliqué à Ouais. l'école, mais ou alors la non écoute, de voilà rester assis à attendre, à pas bouger. On sait maintenant que les punitions ça n'aide pas à la réflexion et le changement de comportement, c'est surtout qu'on les enfants font en sorte qu'on ne les voit pas. Mais Oui, c'est ça. alors voilà, ces violences qui paraissent anodines parce que bon, on, on dit souvent qu'on protège les autres en isolant, mais même moi, hein, j'ai eu des fois des cas d'enfants où je savais vraiment, j'étais complètement démuni, où je sentais que j'aurais pu avoir des mots ou des gestes qui auraient été impardonnables, parce que quand tu n'en peux plus, c'est ce que Mm. tu disais, c'est le système fait que des fois, tu sais plus comment. Il y a de plus en plus hein, de parents qui sont à l'écoute des émotions de l'enfant, qui vont être dans qui savent que les violences éducatives dites ordinaires vont pas être Laisse des traces. des détresses, on n'a pas à agir comme ça avec les enfants, mais en tout cas, on en voit quand même encore beaucoup où il y a des cris à la maison, enfin c'est compliqué. Donc Mm. quand ils arrivent à l'école et que nous on arrive avec un autre système, on a aussi des fois des incompréhensions avec les enfants qui ne savent pas Mm. comment agir parce qu'ils n'ont l'habitude d'avoir que ce système-là et comme on ne peut pas prendre le temps avec chaque enfant d'être à l'écoute complètement, eh bien, on sent des fois qu'on n'a pas d'autre solution. Et c'est ça qui est terrible, c'est ce qu'on nous essaie d'expliquer avec nos enfants qui sont éduqués avec bienveillance à la maison. Et quand ils voient ces difficultés qu'il y a à l'école, eh bien, on leur explique bah, que les adultes n'ont pas c'est pas la faute des enfants, c'est que les adultes n'ont pas su faire autrement. Il y a beaucoup de changements actuellement, les adultes, on n'a pas été, alors il y en a qui ont été éduqués avec bienveillance et sans violence éducative, mais personnellement, par exemple, ce n'est pas mon cas du tout. Et beaucoup Mm. dans mon entourage, on a beaucoup été éduqués comme ça, et donc c'est le modèle que l'on a. Et ça demande une remise en question qui est vraiment compliquée. Parce que Mm. on n'est pas accompagné par, je prends l'exemple en Suède, Marion Quark en parle très bien. En Suède, quand Mm. la loi dite anti-fessée est arrivée, il y a eu vraiment beaucoup de mobilisation de la part du gouvernement, qui ont même mis des programmes, enfin de la publicité entre guillemets sur les bouteilles de lait. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. En France, on nous a balancé ça, ce qui est très, enfin, cette loi a vraiment la loi c'est le 10 juillet, je crois, 2019, a vraiment lieu d'être. Elle est vraiment importante, mais il n'y a pas eu d'accompagnement derrière. Donc les parents, ils sont beaucoup, et même enfin parents, professionnels, enfin, les adultes sont vraiment en difficulté parce qu'ils ont un modèle qui est là, qui est complètement à déconstruire. Mais ils ne savent pas sur quoi Mm. s'appuyer. Donc les professionnels qui en plus c'est leur métier, c'est pas leur vie, eh bien certains n'ont pas forcément envie, au même titre que quelqu'un qui va travailler dans un supermarché, n'aura pas forcément envie de faire de formation sur son temps perso pour savoir comment mieux gérer une caisse. Hein, tu vois ce que je veux dire? Certains Mm. professionnels Mm. adorent leur métier, mais c'est pas leur vie. Et donc quand ils sont dans cette situation-là, ils savent vraiment pas comment agir. Donc revient des vieux schémas qui sont là, et donc ils savent vraiment pas comment faire. On n'est pas en Suède, on est vraiment au tout début de cette prise en compte du fait que les violences éducatives laissent des Mm. traces pour quand on est ensuite adulte, même ado, enfin toute notre vie. Mm. Mm. Et quand un enfant arrive avec tout ça à la maison, eh bien, déjà, s'il entend que c'est pas normal, qu'on en fait quelque chose de tout ça et qu'on essaye de l'aider et qu'on ne justifie pas ce qui s'est passé, mais qu'on explique ce qui se passe, Mm. eh bien, je trouve que ça change beaucoup les choses et ça peut aussi rassurer des fois des parents qui sentent qu'ils n'ont pas le choix que de mettre leurs enfants. Alors,
On dit on a toujours le choix, mais quand on a on a acheté une maison, qu'on a un crédit, on est au chômage, enfin, qu'on va chercher du travail, il y a des parents qui ressentent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mettre à l'école parce que ils peuvent pas changer toute leur vie tout de suite comme ça. Donc les enfants sont à l'école et quand ils arrivent avec tout ça, les enfants, si déjà ils entendent que c'est pas normal, qu'ils ont des droits, qu'ils ont le droit de dire à l'adulte que ça ne doit pas se passer comme ça, et que papa, maman iront voir les enseignants prendre leur défense, et bien je trouve que déjà, ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour terminer? Ça va vraiment dépendre de comment le gouvernement va prendre les choses en main et l'importance qu'il va mettre sur le bien-être profond de l'enfant, pas juste l'enfant et on le redonne propre à ses parents, donc tout va bien. Vraiment, comment on va prendre ça en compte et il n'y a que par ça qu'on pourra vraiment changer les choses parce que et, les enseignants se sentent de plus en plus mal parce que il y a de plus en plus de démissions. On est rendu à avoir des contractuels qui viennent, enfin des personnes qui sont du coup pas du tout formées, alors qui parfois, par contre, du fait d'avoir une expérience personnelle et professionnelle autre, arrivent avec d'autres billes et font bouger les choses, mais on voit quand même qu'on commence à être en difficulté dans le métier, mais enfin également dans le périscolaire, hein, parce que il y a les enseignants, mais à l'école, il y a pas que des profs. Il y a beaucoup de monde et ça va. Je pense que c'est un projet qui doit être sociétal. Tant que on verra à court terme d'avoir des enfants qui sont pratiques tout de suite, qui vont faire le métier qu'on veut dans quelques années, on n'arrivera pas à avoir un système correct qui pense vraiment au bien-être profond de l'enfant. L'école s'essouffle et c'est vraiment regrettable parce que le but de l'école publique c'est d'accueillir tout le monde et de prendre en compte chaque enfant, d'être vraiment là pour tous. Mais actuellement, quand on voit le nombre de fermetures, le fait de regrouper les enfants et qu'on fasse ça de plus en plus dans l'industrialisation de l'école et de voir l'école comme une entreprise, ça peut pas, selon moi, ça peut pas s'améliorer. Je suis pas très optimiste, mais bon. Ben non, mais je pense qu'il faut surtout être honnête et transparent et merci à toi d'avoir m'avoir permis d'aborder ce sujet dans le podcast. C'est un sujet important qui me tient à cœur. Et voilà, je te remercie d'avoir osé témoigner de toute cette violence-là, de tous ces dysfonctionnements-là. Donc je te remercie beaucoup. Allez, je te remercie. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.